Товарищи офицеры, товарищ Главнокомандующий. Camarades officiers, camarade Mikhail Glakomantovitch, les organes du pouvoir étatique et le chef d'état-major des forces armées sont prêts pour la réunion élargie du collège. Chef d'état-major général, Gennady Gerasimov. Bonjour, camarades officiers. Camarades officiers. Chers camarades, aujourd'hui, dans le cadre de la réunion élargie du collège du ministère de la Défense, nous discuterons des principaux résultats du travail effectué en 2024. Nous aborderons les tâches de renforcement de la capacité de défense et de développement ultérieur des forces armées. Je tiens à souligner dès le départ que l'année qui s'achève a été marquante dans la réalisation de l'objectif de l'opération militaire spéciale. Grâce au professionnalisme et au courage de nos soldats, au travail héroïque des employés des entreprises de défense et au soutien véritablement populaire à l'armée et à la marine, les troupes russes détiennent fermement l'initiative stratégique sur toute la ligne de contact des combats. Rien qu'au cours de l'année en cours, 189 localités ont été libérées. Je tiens à remercier chaleureusement nos héros soldats et officiers qui se battent de manière désintéressée et courageuse sur la ligne de front, ainsi que le personnel du ministère de la Défense, de la Garde nationale, de nos services spéciaux et d'autres structures de sécurité qui accomplissent clairement toutes les missions qui leur sont confiées, aussi complexes soient-elles. Ils ne ménagent pas leurs efforts, ne ménagent pas leur vie pour la victoire, pour la patrie. Notre devoir est de toujours nous souvenir de nos camarades tombés au combat, qui ont défendu la patrie et notre peuple. Nous devons entourer de soins constants leurs familles, leurs enfants. J'ai déjà dit cela à plusieurs reprises, et je le répète, leurs enfants sont nos enfants. Nous ne devons jamais l'oublier. Je vous demande de respecter la mémoire de nos camarades tombés par une minute de silence. Chers participants et collègues, aujourd'hui, la situation politico-militaire dans le monde reste complexe et instable. Ainsi, les combats sanglants au Moyen-Orient ne cessent pas. Un fort potentiel de conflit demeure dans plusieurs autres régions du monde. Nous voyons que les administrations actuelles des États-Unis et pratiquement tout l'Occident collectif continuent de tenter de préserver leur domination mondiale. Ils continuent d'imposer à la communauté mondiale leurs soi-disant règles, qu'ils modifient constamment en les manipulant à leur avantage. Mais, en réalité, il n'y a qu'une seule règle stable, il n'y a aucune règle pour ceux qui les imposent. Pour ceux qui se considèrent à la tête du monde, pour ceux qui se croient les représentants de Dieu sur terre, bien qu'ils ne croient même pas en Dieu. Et contre les États récalcitrants, ils mènent des guerres hybrides, mettent en œuvre une politique de contournement, y compris contre la Russie. Dans leur désir d'affaiblir notre pays et de nous infliger une défaite stratégique, les États-Unis continuent de soutenir le régime en place à Kiev avec des armes et de l'argent. Ils envoient des mercenaires et des conseillers militaires, encourageant ainsi l'escalade du conflit. En même temps, sous prétexte de la prétendue menace russe, ils effraient leur propre population en prétendant que nous allons attaquer quelqu'un. La tactique est très simple. Ils nous poussent jusqu'à la ligne rouge, au-delà de laquelle nous ne pouvons plus reculer. Dès que nous répondons, ils effraient à nouveau leur population, évoquant la menace russe, autrefois soviétique, maintenant russe. Pendant ce temps, les pays de l'OTAN augmentent leurs dépenses militaires. Des groupes de frappe de l'Alliance se forment et se renforcent près des frontières russes. Le nombre de militaires américains en Europe a déjà dépassé les 100 000. Les ambitions de l'OTAN ont depuis longtemps dépassé les frontières de la soi-disant zone de responsabilité historique de l'Alliance. En plus de son soi-disant flanc oriental, l'OTAN accroît sa présence dans la région Asie-Pacifique. Sur initiative des États-Unis, de nouveaux alliances politico-militaires se forment, sapant l'architecture de sécurité qui existe depuis des décennies. Une grande inquiétude est également suscitée par les activités des États-Unis visant à créer et à préparer le déploiement de systèmes de frappe de précision à base terrestre, ayant une portée de tir allant jusqu'à 5500 km. Des travaux sont déjà en cours pour déployer ces systèmes de missiles en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Je rappelle que de telles mesures étaient auparavant interdites par le traité sur les missiles à portée intermédiaire, qui a cessé d'être en vigueur à l'initiative des États-Unis. Nous avons déclaré à plusieurs reprises que la rupture de ce traité entraînerait des conséquences négatives pour la sécurité mondiale. Mais nous avons souligné que nous ne déploierons pas de missiles de portée intermédiaire et courte tant que de telles armes américaines n'apparaîtront pas dans une région du monde. En fait, la Russie a pris un engagement unilatéral à cet égard. Mais, comme je l'ai déjà dit, si les États-Unis commencent à déployer de tels systèmes, toutes nos limitations volontaires seront levées. Compte tenu de l'augmentation de la tension géopolitique, nous sommes contraints de prendre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité de la Russie et de nos alliés. Nous le faisons prudemment et de manière équilibrée, sans nous engager dans une course aux armements à grande échelle au détriment du développement socio-économique de notre pays. Nous portons une grande attention à l'amélioration de la composition de combat des forces armées et au renforcement de leurs capacités.
Dans le cadre de ces tâches, les districts militaires de Leningrad et de Moscou ont été créés, ainsi que de nouvelles unités et formations. Le personnel des forces armées a été augmenté à 1,5 million de militaires. Le rééquipement de l'armée et de la marine avec des armes et des équipements modernes se fait à un rythme accéléré. Par exemple, la part de telles armes dans les forces nucléaires stratégiques a déjà atteint 95%. Par ailleurs, nous avons précisé les principes de base de l'utilisation des armes nucléaires qui sont exposés dans les nouvelles bases de la politique d'État en matière de dissuasion nucléaire. Je tiens à souligner encore une fois que personne ne doit nous accuser d'orner notre arsenal nucléaire. C'est la politique de dissuasion nucléaire. Aux côtés de la triade nucléaire, les forces de défense générale se développent à un rythme rapide. Des systèmes robotiques de pointe, y compris utilisant des technologies d'intelligence artificielle, sont déployés dans les troupes. Parmi ceux-ci figurent des drones de reconnaissance et d'attaque, des navires sans équipage et des plateformes robotiques à usage multiple. Aujourd'hui, il est crucial de poursuivre le développement systématique et progressif de l'armée et de la flotte, de poursuivre l'objectif de l'opération militaire spéciale et d'être prêt à répondre de manière opérationnelle et efficace aux défis potentiels de la sécurité de notre pays. C'est pourquoi il est nécessaire de se concentrer sur la résolution des tâches prioritaires suivantes. Premièrement, sans aucun doute, l'une des clés de la stabilité, de la protection de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Russie reste les forces nucléaires stratégiques. Nous continuerons à soutenir leur potentiel et leur développement équilibré et à travailler sur la création de nouveaux systèmes et complexes de forces de dissuasion. Parallèlement, il est important de maintenir en permanence les forces nucléaires non stratégiques en état de préparation au combat et de continuer à mener des exercices pour tester leur utilisation. Deuxièmement, j'ai déjà mentionné aujourd'hui les risques associés au déploiement de missiles à portée intermédiaire par les États-Unis en Europe et dans la région Asie-Pacifique. Nous répondrons de manière complète à de telles menaces. Une tâche primordiale est d'assurer la détection rapide du lancement de tels missiles et leur interception. Dans le même temps, il est nécessaire de perfectionner toutes les questions liées à la production en série et au déploiement de systèmes de frappe domestiques similaires, y compris les systèmes hypersoniques. Comme vous le savez, la dernière arme puissante de la Russie est le complexe de missiles à portée intermédiaire Oreknik. En novembre, en réponse aux frappes sur notre territoire avec des armes occidentales, il a été utilisé avec succès. Un missile balistique a été utilisé avec un équipement hypersonique non nucléaire. Dans un avenir proche, la production en série de tels complexes pour la protection de la sécurité de la Russie et de nos alliés devra être assurée. Et cela, sans aucun doute, sera fait. Troisième tâche. Il est nécessaire d'intégrer plus activement l'expérience acquise au cours de l'opération militaire spéciale dans la préparation au combat des troupes, ainsi que dans les programmes des institutions militaires supérieures. Il faut améliorer les méthodes de conduite des opérations militaires, préciser les documents statutaires de base, augmenter le niveau de maîtrise des armes et des techniques, ainsi que l'efficacité de la gestion des troupes, notamment dans les maillons tactiques et opératoires. Et, je le répète, les officiers et sergents talentueux qui se sont distingués dans des conditions de combat difficiles doivent faire partie du noyau du commandement des forces armées et devenir des enseignants dans les établissements militaires. Quatrième tâche. L'expérience de l'opération militaire spéciale doit être pleinement prise en compte lors de la définition des priorités pour le développement des armes et des techniques domestiques, ainsi que pour leur tactique d'utilisation. Par exemple, dans les systèmes d'armement de haute précision, de nouvelles méthodes de guidage des missiles ont été appliquées dans la section finale de leur vol, ce qui a permis de les utiliser contre des cibles complexes et fortifiées. Et ces applications ont été couronnées de succès. La résistance aux interférences de l'équipement de bord des armes de missiles a été considérablement améliorée. De nouvelles méthodes pour ajuster les missions de vol ont été développées. À l'avenir, il faudra les calculer en temps réel pour des cibles identifiées opérationnellement. C'est une tâche extrêmement importante pour notre complexe militaro-industriel. Mais j'en parlerai encore plus tard. Une autre innovation importante a été l'échange direct d'informations entre les unités directement impliquées dans l'opération spéciale et les organisations du complexe militaro-industriel, comme je viens de le mentionner. En conséquence, pour plusieurs produits, le temps moyen pour éliminer les défauts identifiés est maintenant de 5 à 7 jours. Mais cela ne suffit pas. Il faut être encore plus rapide. Il y a des progrès positifs aussi dans l'organisation de la réparation des équipements et de leur perfectionnement en fonction des exigences de la situation de combat. Cependant, il y a aussi des problèmes, bien sûr. Ils restent présents. Il faut les résoudre progressivement. Et, bien entendu, il faut continuer à faire tout ce qui est nécessaire pour accélérer l'introduction des technologies avancées et d'autres innovations dans le domaine militaire. Cinquièmement, pour réduire le temps de prise de décision lors de la gestion des unités sur le champ de bataille,
Un système interarmé d'échange d'informations basé sur des dispositifs mobiles a été créé et a montré son efficacité. Plus de 6,5 milliers de ces systèmes ont déjà été fournis aux troupes. Grâce à leur utilisation, le temps consacré à l'attribution des tâches a été réduit de 1,5 à 2 fois. Désormais, grâce à l'introduction des développements avancés du complexe militaro-industriel, il est nécessaire de former le plus rapidement possible un contour d'information unique, réunissant les moyens de reconnaissance et de frappe à tous les niveaux de gestion stratégique, opérationnelle et tactique. Sixièmement, il est nécessaire d'accroître la production de complexes robotiques et de systèmes sans pilote de différents classes et types. Au début de l'opération spéciale, nous avions des problèmes dans ce domaine. Certains modèles se sont révélés coûteux et difficiles à exploiter. Aujourd'hui, plusieurs milliers de drones de différentes fonctions sont envoyés quotidiennement aux troupes. Il est nécessaire de continuer à améliorer leurs caractéristiques de combat et d'exploitation. Il est tout aussi important de former les opérateurs de ces complexes, en les préparant avec des programmes basés sur l'expérience des combats réels. Septièmement, il est nécessaire de poursuivre et d'élargir la coopération militaire et technico-militaire avec nos alliés et partenaires, avec ceux qui sont prêts et veulent travailler avec nous, et cela concerne la plupart des pays du monde. Chers camarades, j'ai déjà parlé aujourd'hui du soutien considérable que l'armée et la flotte reçoivent de la société russe. Les gens comprennent pourquoi nous nous battons, ce que nous protégeons, ils aident les combattants et s'enrôlent eux-mêmes dans leur rang. C'est un élément extrêmement important qui reflète l'état de notre société. Je citerai un chiffre. Cette année, en moyenne, plus de 1000 personnes par jour rejoignent le service militaire contractuel. Les gens vont volontairement au front. Et les garanties sociales pour les militaires et leurs familles doivent être constamment renforcées et développées. C'est une tâche systémique fondamentale pour l'État. Oui, beaucoup a été fait dans ce domaine ces dernières années. Cette année seulement, plus de 55 000 militaires ont été logés, et dans les 3 prochaines années, 113 milliards de roubles supplémentaires seront alloués pour accorder des subventions pour le logement des militaires. Le système hypothécaire cumulatif démontre une grande efficacité. En 20 ans de son fonctionnement, plus de 202 000 militaires des forces armées de la Fédération de Russie ont été logés. J'ajouterai qu'il faut continuer à aménager les villes militaires, bien sûr, améliorer le niveau de couverture médicale. La priorité de tous les organes de pouvoir doit être de résoudre les problèmes sociaux des participants à l'opération spéciale. La prise en charge des familles des morts, comme je l'ai déjà mentionné au début, et des blessés graves pendant les combats, voilà ce qui doit être au centre de notre attention. Il est nécessaire de se pencher sur les problèmes de chaque camarade d'armes et de sa famille et de les aider concrètement à résoudre ces problèmes. C'est la tâche du ministère de la Défense, du gouvernement de la Fédération de Russie et de tous les responsables à tous les niveaux de pouvoir. En conclusion, je tiens encore à remercier tous les participants à l'opération militaire spéciale pour leur courage, leur bravoure et leur héroïsme. Et je souhaite à l'ensemble du personnel et au personnel civil des forces armées, ainsi qu'à la direction du ministère de la Défense, plein succès dans leur service, dans ce travail difficile et responsable qui vise à protéger la souveraineté et les intérêts nationaux de la Russie, la sécurité de notre pays. Je suis convaincu que vous continuerez à relever dignement toutes les tâches qui vous seront confiées. Merci pour votre attention.